Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous choisir. Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Ce soir, nous parlons des flux migratoires aux portes de l'Europe sous le thème Italie vers la création d'un fonds commun méditerranéen pour la crise migratoire. Et nous en parlons avec vous, Louis Magloire Kemayo. Vous êtes journaliste et directeur de New World Economy. Bonsoir et merci. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous parlons d'abord de ce sommet qui a réuni hier en Italie des dirigeants du contour méditerranéen sous la direction de la première ministre italienne qui vise un sommet qui vise à créer un fonds migratoire pour soutenir les efforts dans la lutte contre les migrations ou contenir les migrations aux portes de l'Europe. L'Italie, la Tunisie, l'Union européenne et les différents participants veulent limiter le flux migratoire aux portes de l'Europe. Et d'abord, quel regard portez-vous sur cette réunion, ce sommet et les ambitions qu'on nourrit à ce sommet? Je pense que c'est toujours bien de se réunir pour échanger les points de vue quand on a des sujets aussi importants que ceux qui engagent des vies humaines. Nous savons tous que la Méditerranée, la mer Méditerranée est devenue un cimetière dans lequel meurent beaucoup de migrants qui ne sont pas qu'africains d'ailleurs, mais beaucoup de migrants qui tentent de traverser cette Méditerranée pour rejoindre l'autre rive, la rive européenne. Ils meurent et c'est chaque année que nous assistons à cela et on ne peut pas ne pas songer à réunir les autorités des pays riverains de la Méditerranée pour trouver une solution. La limite que je trouve à l'exercice, c'est que on se préoccupe plus des conséquences des migrations que des causes de celles-ci. Et l'Italie, comme la plupart des pays méditerranéens, sont probablement submergés. L'Italie est l'un des pays qui accueille le plus de migrants. Vous avez Malte, vous avez également la Grèce qui sont dans la même situation. Et le problème côté africain, c'est qu'on subit ce débat sur la question des migrations. On a l'impression que pour les Africains, l'émigration qui est la source avant de devenir immigration, une fois que les personnes arrivent de l'autre côté, n'est pas un problème, que ce phénomène-là n'existe pas. Et je crois que les Africains devraient s'approprier ce débat-là, rendre ce débat social et économique national, panafricain, avant de voir ce que peuvent apporter les Européens ou pas. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui l'attitude des pays africains qui sont impliqués dans une démarche comme celle-là, c'est plus une démarche pour consolider la forteresse Europe par rapport aux vagues migratoires en provenance de Syrie, en provenance des pays d'Asie, avec une petite proportion d'Africains qui essayent également de traverser la Méditerranée. L'ambition est de boucher les trous pour que la forteresse ne cède pas. Le Soudan a servi à cela, la Libye a servi à un autre moment, le Maroc en joue souvent dans ses relations avec l'Espagne, ouvrant ou fermant la vanne. Mais pour moi, il faut aujourd'hui que le problème soit résolu de façon beaucoup plus globale, qu'il y ait un intérêt de l'Union européenne et de l'Union africaine pour trouver une solution par rapport à ces questions qui engagent des vies humaines. Alors, qu'est-ce qui fait que les pays africains de départ de ces migrants, ça y est, les pays d'émigration, ne s'impliquent pas dans ce débat? Ils s'impliquent, mais ils s'impliquent encore une fois par un bout de la lorgnette qui n'est forcément pas le bon. Moi, je crois qu'il faut traiter le problème de façon globale. On a vu un moment la France qui était dans un bras de fer avec un pays comme le Mali pour l'obliger à accueillir ces migrants qui sont en situation irrégulière sur son sol. Le Mali voudrait bien, sauf que quand vous regardez aujourd'hui les flux d'aide en direction des pays africains, la masse monétaire envoyée par les migrants, qu'ils soient en situation régulière ou pas, elle est 5 fois supérieure à l'aide publique au développement envoyée par les pays du Nord. Donc quand vous êtes dans cette situation où vous savez que vos migrants, qu'ils soient en situation régulière ou pas, vous apportent de l'oxygène sur le plan économique et monétaire, vous ne pouvez pas lui compliquer la vie en signant des accords de rapatriement qui iront dans le sens de l'intérêt des pays d'accueil, mais pas forcément dans le sens et des migrants et des pays d'origine. Donc, c'est souvent de ce point de vue-là que la question est choisie. Mais je crois que si on devait être vraiment réaliste, il faudrait se dire que les mouvements de personnes sont normaux. L'Union européenne a connu le départ de la Grande-Bretagne pour ces raisons. C'est-à-dire que les Britanniques estimaient que non seulement il y a les migrants qui viennent d'Europe de l'Est, de Pologne, de Roumanie et d'ailleurs, et qui viennent surcharger le marché britannique du travail et qui font que la petite île britannique ne peut pas accueillir toute l'Europe, voire tous les migrants qui arrivent d'Afghanistan, de Syrie et d'ailleurs. Et donc, elle a durci le temps, elle a choisi de quitter l'Union européenne pour ces raisons-là, premièrement. Mais
vous ne pouvez pas empêcher les gens de bouger. Vous avez encore beaucoup de Français aujourd'hui qui vont chercher du travail en Angleterre. Ouais. Vous avez beaucoup d'autres migrants qui partent de très loin pour venir chercher du travail en Angleterre. Donc, on ne peut pas empêcher ces mouvements-là. En revanche, on peut, pour le continent africain, essayer d'avoir quelque chose de beaucoup plus équitable sur le plan du développement qui permette que sur le plan commercial, que sur le marché international, le prix du cacao africain ne soit pas fixé par les acheteurs, mais fixé par ceux qui produisent le cacao. Que si on ne peut pas faire procéder à cela, qu'au moins les pays africains aient le transfert de technologies qui leur permettront d'installer des industries, des pré-industries, de pouvoir percevoir des taxes et d'ajouter de la valeur à leurs produits, ce qui fait qu'aujourd'hui leurs économies sont très faibles, très fragiles face aux économies du Nord qui tirent le plus grand bénéfice de tous les produits que nous envoyons à l'état brut, qu'ils transforment et qui nous reviennent à des prix inaccessibles. Donc pour moi, le débat aujourd'hui, c'est celui de voir comment est-ce qu'on rend l'économie beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste pour les pays du Sud, afin que ceux qui y sont tirent tout le bénéfice possible de la mondialisation en cours. Alors, à ce sommet plutôt, il est annoncé la création d'un fonds commun de migration pour contenir le flux migratoire. Que doit-on y comprendre? Ce qu'on doit comprendre, c'est que aujourd'hui, l'Italie, sachant qu'elle est débordée à ses frontières, veut, avec ses partenaires, les autres riverains de la Méditerranée, trouver une solution qui fera que les gens ne traversent plus. La Libye a servi à cela jusqu'à ce qu'on ait la chute de Kadhafi, qui a fait que les digues soient ouvertes. Le Soudan servait à cela. Aujourd'hui, le pays est en guerre et c'est difficile de demander au Soudan de continuer de jouer ce rôle. Le Maroc et la Tunisie jouent peu ou prou le rôle que l'Union européenne attend d'eux, mais pour moi, ça reste quelque chose de beaucoup trop théorique, de beaucoup trop délétère, où les Européens ont l'impression qu'ils préservent leurs intérêts et que l'Afrique doit se démerder pour trouver une solution à la situation injuste et inéquitable que vivent ces économies et donc ces ressortissants. Ce sommet vise à créer un fonds, comme je le disais tout à l'heure, et l'une des ambitions principales attribuées à ce fonds, c'est les investissements stratégiques dans les pays de provenance. En quoi cela sera utile pour les pays de provenance et finalement en quoi cela contribuera peut-être à contenir les flux migratoires? Je ne sais pas si l'idée d'avoir cette main qui donne et qui ordonne justement de ne plus voyager, je ne sais pas si c'est cela la meilleure façon de considérer les choses. C'est-à-dire, c'est comme si on revenait quelque part et qu'on disait, vous avez des problèmes, nous avons les solutions. On ne veut pas savoir de quoi vous souffrez, on n'a même pas besoin de vous ausculter, nous sommes médecins, mais on n'a pas besoin de vous ausculter, on sait déjà de quoi vous souffrez, on vous attribuera le traitement et vous verrez, vous allez être guéri. Ça ne marche pas. C'est ce qui a conduit à ce que les programmes d'ajustement structurel qui avaient été pensés par les institutions financières internationales soient des échecs sur le continent africain. C'est qu'on a pensé et les solutions et les problèmes et les solutions très loin pour venir les appliquer de façon théorique et beaucoup trop prête à porter dans des économies qui avaient leur spécificité. Et donc je crois que si on veut trouver des solutions véritablement, il faut associer les différents gouvernements, ne pas travailler qu'avec les pays de la Méditerranée. Je pense qu'il faut associer de façon globale l'Union africaine et l'Union européenne à cette discussion pour que les solutions qui seront trouvées soient des solutions les plus consensuelles possibles et celles qui engagent véritablement les uns et les autres à trouver des solutions réalistes. On parle souvent du sentiment anti-français dans les pays africains, mais il ne s'agit pas que de ça. Il s'agit de dire, pendant de nombreuses années, nous avons aidé vos économies à se développer. Vous vous êtes développés grâce à nos produits bruts. Aujourd'hui, ce que nous attendons de vous, et c'est le discours depuis les années 60, c'est d'une part qui est transfert de technologie et d'autre part qui est équité dans les échanges commerciaux. Et nous n'avons ni l'un ni l'autre. Et on est mal parti pour avoir les transferts de technologie puisqu'on parle de réindustrialisation des pays, c'est-à-dire que les industries qui avaient été délocalisées, par exemple, en Asie, qui pourraient délocalisés en Afrique, on essaie de les ramener sur le continent européen afin de satisfaire les besoins en travail de la jeunesse, de satisfaire les besoins de circuits courts, faire que les productions ne coûtent pas cher parce que d'un côté vous produisez en Chine, de l'autre côté vous produisez en Europe de l'Est et vous rassemblez quelque part, vous êtes certain qu'en termes de coûts et surtout par rapport à l'empreinte carbone, vous ne dépensez pas, vous dépensez beaucoup trop et donc pour réduire tout ça, on réindustrialise sur le territoire européen et on évite de transférer les technologies. Pour moi, il faut régler l'équation de façon à ce que chacun se sente, d'une part, respecté
dans ces enjeux, dans les priorités de développement qui sont les siens, et surtout que l'on sente qu'il y a équité, qu'il n'y en a pas un qui en profite plus que l'autre. Ça doit être gagnant-gagnant. Alors, ce fonds, selon vous, ne va pas vraiment contribuer à arrêter le problème au niveau de la base, c'est-à-dire des pays de migration, les pays africains et les pays d'Asie? Non, parce qu'encore une fois, d'une part, les pays africains ne sont pas ceux qui envoient le plus gros contingent. Ouais. C'est à peine 3% des migrants qui arrivent en Europe qui proviennent du continent africain. Ouais. D'autre part, les pays qui subissent le plus l'immigration interafricaine, intra-africaine, ce sont les pays africains eux-mêmes. L'Ouganda est aujourd'hui le pays qui accueille le plus de migrants sur le continent africain. On ne l'a pas entendu se plaindre de cette situation. Si vous voulez faire une vraie réunion qui tienne compte des souffrances des pays qui accueillent les migrants, et que l'Ouganda n'est pas présent, je ne sais pas comment vous allez résoudre le problème. D'autre part, nous sommes dans un processus d'ouverture des frontières, à la fois pour les biens et pour les personnes. La ZLECAf est là pour le témoigner. Les zones d'intégration régionale, comme celle de l'Afrique de l'Ouest, comme celle de l'Afrique de l'Est, sont là également pour montrer que l'Afrique aujourd'hui est engagée dans un processus de panafricanisme et de libre circulation des biens et des personnes. Est-ce qu'on peut dans le même temps promouvoir ces politiques-là et demander au pays de faire les gendarmes pour empêcher les gens de se déplacer d'un pays à un autre? Je pense que c'est contradictoire et c'est pour ça que pour tout tirer au clair, il est important que l'on ait les deux organismes. Et il y a déjà eu des réunions dans ce sens entre l'Union européenne et l'Union africaine. Il y a eu des sommets qui ont été tenus et qui engageaient les différents pays à développer à la base, non pas pour fixer les gens, mais pour permettre aux pays de tirer tout le meilleur de leur potentiel économique. Alors, parlant toujours de contribution, surtout dans la logique des pays de ce contour méditerranéen, un accord a récemment été signé entre l'Italie, l'Union européenne et la Tunisie. Surtout, voilà encore la Tunisie qui participe à ce sommet hier en Italie, de même que la Mauritanie, l'Arabie saoudite et plusieurs pays, plusieurs organisations internationales également. Quel sera le rôle, surtout de l'Italie, qui accueille le flux de migrants sur le continent africain avant qu'il n'aille en Europe? Quel sera son rôle? Je suis tenté de dire, chaque pays a sa politique migratoire. Vous n'allez pas demander au Canada de pratiquer la même politique migratoire que les États-Unis et encore moins au Mexique d'avoir la même façon d'accueillir les gens que le Brésil. Chaque pays est souverain et établit sa politique en fonction des objectifs qui sont les siens, en fonction des priorités qui sont les siennes. Et donc, je ne peux pas demander à l'Italie ou bien à la Tunisie d'avoir une politique migratoire qui sera la meilleure dans le pourtour méditerranéen. Ce que l'on attend ici, c'est que on mette un peu d'humanisme dans l'accueil des gens, qu'on mette de l'humanisme dans le traitement des personnes qui se retrouvent souvent dans ce cimetière. Il y a un cimetière qui a été fait en Tunisie pour accueillir les personnes migrantes qui échouaient sur les plages tunisiennes. En Italie, je pense que ça doit être la même démarche, ou en Grèce. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est arriver à ne pas montrer qu'on est dans une démarche où on invisibilise les gens et que seuls les chiffres comptent. Or, malheureusement, dans ce processus-là, malgré tout ce qu'on peut dire concernant l'incapacité des pays à accueillir toute la misère du monde, quand on veut de l'argent pour faire la guerre, on trouve l'argent pour faire la guerre. L'attaque de la Libye, par exemple, a été une occasion de le montrer. Il n'y avait pas assez d'argent pour développer les pays d'Afrique, mais il y en avait assez pour fournir des bombes qui ont permis de faire tomber et le régime de Kadhafi et l'assassiner. Aujourd'hui, l'exemple de l'Ukraine le montre également. C'est pourquoi j'estime que quand on a des enjeux comme ceux-là, il faut remettre l'humain au cœur des objectifs et faire en sorte de trouver des solutions qui soient les plus pérennes possibles, qui soient les plus respectueuses de la dignité de la personne et qui permettent à chacun de se sentir respecté dans sa dignité. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a l'impression que l'Europe se protège, que les pays du bord de la Méditerranée et surtout des pays africains comme la Tunisie se comportent comme s'ils étaient en dehors du continent africain. On a entendu le discours raciste du président tunisien. On a vu l'attitude de certains Tunisiens qui se sont engouffrés dans ce discours pour donner libre cours à leurs sentiments racistes vis-à-vis des migrants subsahariens. Et ce type de comportement, ce n'est pas que dans le Maghreb qu'on le trouve. On le trouve souvent en Afrique du Sud également. On le trouve dans certains pays africains où on a par exemple pratiqué l'ivoirité en Côte d'Ivoire pour exclure certaines personnes du jeu politique. Et je crois que tant qu'on n'aura pas réussi à faire cette politique africaine du panafricanisme, de l'intégration, de la libre circulation et d'avoir un discours commun avant d'aller vers l'Union européenne, nous serons toujours face à des demi-solutions qui favoriseront plus les pays d'accueil que les pays de départ des migrants.
Plusieurs organisations de défense des droits des migrants s'insurgent contre cette manière de procéder par rapport à la méthode de l'Italie, de l'Union européenne et de certains pays du pourtour méditerranéen. Quelles sont les raisons qu'ils avancent aujourd'hui pour s'ériger contre cette méthode? En soi, je pense qu'il y a une organisation africaine déjà des migrations, parce que souvent on n'en parle pas assez et on a l'impression que pour l'Afrique, ça n'existe pas. Mais le problème, c'est que cette organisation qui s'est réunie à Lomé il n'y a pas très longtemps, travaille encore sur la meilleure manière de préparer et de présenter ces statistiques. On n'a pas encore d'harmonisation là-dessus. Donc l'Afrique doit déjà travailler sur le domaine des statistiques pour voir comment on compte les migrants qui traversent les pays ou qui s'installent dans les pays. D'autre part, que l'on s'érige contre la politique de l'Italie, de la Tunisie ou de n'importe quel autre pays, reconnaissons d'abord que ces pays sont souverains, qu'ils font ce qu'ils veulent en matière de politique migratoire et que ce n'est ni notre désolation, ni notre détresse qui leur feront changer leur politique. Ce que nous devons faire, c'est que nos pays sont censés défendre nos droits, nous protéger, et c'est à eux aujourd'hui d'engager une véritable discussion là-dessus pour trouver des solutions et nationales et africaines à cette crise et de l'émigration et de l'immigration. Alors, aujourd'hui, que faut-il faire pour limiter ou bien pour contenir ces jeunes africains, surtout puisque nous parlons essentiellement de l'Afrique? Que faut-il faire dans les états de départ, c'est-à-dire les pays d'émigration, pour les contenir et empêcher qu'ils aillent peut-être mourir en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe? Il faut déjà les convaincre qu'il y a un espoir à s'installer chez soi. Il y a aujourd'hui le mouvement des repates, c'est-à-dire les Africains qui étaient expatriés et qui ont choisi de revenir sur le continent, soit dans leur pays d'origine, soit dans un autre pays africain. Ça, il faut de plus en plus communiquer là-dessus et montrer que c'est possible. C'est faisable. D'autre part, il faut que nos économies génèrent suffisamment d'espoir pour que les gens sachent que devenir Aliko Dangote, c'est pas une illusion. C'est quelque chose qui est réalisable sur le continent africain. Et même avant de devenir Aliko Dangote, on peut déjà fabriquer de petits champions à partir du commerce informel, voire des chantiers qui peuvent être confiés par la puissance publique en protégeant l'entrepreneuriat local. Moi, je crois que ce sont toutes ces pistes-là qui doivent être développées pour à la fois protéger, je prends les agriculteurs, on en parle souvent en ayant l'impression que c'est une couche qui ne compte pas, mais les devises que la plupart des pays africains encaissent, en dehors de l'extraction de produits du sous-sol, viennent de l'agriculture. Et si nos agriculteurs subissent la concurrence de produits venus d'Europe, des États-Unis. Si nos éleveurs, par exemple, subissent les produits congelés venus d'Europe également, et ainsi de suite, nous n'allons pas encourager la capacité de ces gens-là à gagner leur vie par leur propre travail. Donc, il faut déjà commencer par la protection de ces jeunes entrepreneurs, de ces entrepreneurs fragiles, et ensuite leur offrir des marchés à l'échelle nationale et à l'échelle de la ZLECAf qui leur permettront de devenir des champions sur leur territoire. Quand il y a une politique de subvention qui est appliquée par l'Union européenne ou par les États-Unis vis-à-vis de leurs agriculteurs, vis-à-vis de leurs éleveurs, cela ne choque personne. C'est quand l'Afrique aujourd'hui le fait que par moments ça semble émouvoir les gens qui ont l'impression que l'État s'engage dans des chantiers qui ne devraient pas être le sien. Mais je crois qu'aujourd'hui, vu l'état de développement de nos économies et vu la fragilité avec laquelle nos petits champions avancent, il est important de protéger les économies africaines et de tracer de nouveaux horizons pour les jeunes afin qu'ils fassent confiance à leur pays, à leurs économies, qu'ils y travaillent et qu'ils bâtissent une Afrique qui sera demain en position non plus de quémander, mais de réussir son développement. Je vais juste raconter deux anecdotes. Prenez par exemple le Maroc. Quand il est indépendant en 1957, la guerre de Corée vient à peine de se terminer et la Corée a un PIB à l'époque qui est équivalent à celui de la Somalie. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'économie coréenne, qui exporte plus que la Russie, qui exporte de loin plus que le Maroc, les rôles ont été inversés. Et si nous prenons conscience de ce que c'est possible et que nous travaillons à le faire, je pense que ce sera possible. Mais pour ça, il faut tracer les grandes lignes et ce sont les dirigeants qui doivent le faire et les populations qui doivent être convaincues que c'est la voie à suivre. Quand on parle généralement de migration, surtout d'immigration vers l'Europe, on a tendance à penser à des poids pour les pays d'accueil, mais est-ce que les arrivants, les migrants apportent quelque chose à l'économie de ces pays d'accueil? Oui,
Très clairement, oui. Si je prends l'exemple des pays africains, même si nous ne sommes pas le plus gros volume de migrants qui arrivent en Europe, aujourd'hui, il y a une problématique qui est très simple, c'est que l'Europe est en situation de vieillissement et la pyramide des âges est telle qu'aujourd'hui l'Afrique a le plus grand réservoir de jeunesse du monde. Et donc, en termes de force vive, ne serait-ce que pour la réforme des retraites, il est important d'avoir un nombre de cotisants qui permettront qu'il n'y ait pas de rupture dans les cotisations et donc qu'on puisse payer les cotisations à tout le monde. Et certains ont remarqué que plus on vieillit, plus l'espérance de vie devient longue, notamment dans les pays européens. Or, ces personnes qui ont déjà cotisé et qui ne peuvent que bénéficier de leurs cotisations ne contribuent plus au marché. Et donc, les jeunes qui arrivent, qu'ils viennent d'Afrique, qu'ils viennent de Syrie ou d'ailleurs, viennent travailler pour ces générations-là également. Et donc, faire qu'il n'y ait pas de rupture de solidarité entre les générations. Et ce gain-là, il a été quantifié. Il y a un rapport du Sénat français qui a permis de chiffrer les avantages que cela produisait pour la France. Donc, ce n'est pas une question de dire que vous devez nous ouvrir les portes parce que nous réglons votre question de retraite, mais c'est de constater qu'il y a ce fait-là. Il y a le fait que l'Afrique, aujourd'hui, a un réservoir de jeunesse qui peut aider l'Europe à régler sa question de continuité dans la solidarité en termes de génération dans les cotisations sociales. D'autre part, les pays africains ont un tel besoin de travail, ils ont un tel besoin d'accompagnement de la jeunesse pour trouver du travail, pour trouver des issues à la suite de leur formation, que si ces pays-là pouvaient non pas parler d'aide, mais véritablement parler de partenariat gagnant-gagnant entre les universités, entre les industries africaines et européennes, peut-être que l'équation se poserait différemment, que les inconnues seraient moins nombreuses et que les solutions seraient beaucoup plus abondantes aujourd'hui. Que mettez-vous dans ce partenariat gagnant-gagnant pour que l'Europe ne continue pas par se plaindre du flux de migrants, mais que aussi les pays de migration ne se plaignent pas des gros départs qui peut-être causent des dommages pour leur développement? Que faut-il faire? Oui, vous savez, il y a souvent l'immigration choisie. Vous avez les loteries qui permettent, notamment aux États-Unis, de choisir les bons migrants qu'on peut recevoir et les mauvais dont on ne veut pas. C'est une solution qui a été trouvée. Mais je crois que si on veut trouver véritablement une solution dans laquelle tout le monde trouve son compte, il faut que la question du développement soit posée. Il faut que la question de l'équité dans les échanges commerciaux soit posée également. Et jusqu'à présent, il n'en est rien. Les pays africains continuent aujourd'hui d'exporter leurs produits bruts pour enrichir les économies. L'Italie ou bien la Suisse sont devenus de grands producteurs de cacao et de café. Pourtant, ils n'en poussent pas du tout dans leur pays. Pourquoi est-ce que les pays africains ne pourraient pas se mettre ensemble avec l'appui de ces pays-là pour créer une chaîne de valeur sur le territoire africain qui permette que les producteurs et les pays surtout dans lesquels ces produits se trouvent tirent le plus grand bénéfice de leurs biens. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas procéder de cette manière? Ce serait d'une part vertueux, ça créerait du travail, ça créerait de la richesse et ça permettrait à toute la chaîne d'être gagnante. Mais si vous êtes gagnant seul, en accueillant tous les produits bruts qui partent, qu'il s'agisse de diamants, qu'il s'agisse d'or, qu'il s'agisse des produits agricoles, et que les autres doivent attendre que cela revienne et que ce soit hors de leur portée, je ne vois pas comment on peut parler d'équité là-dedans. Je ne sais pas comment on peut parler de mondialisation juste à visage humain dans ces conditions-là. Donc pour moi, il faut simplement créer une chaîne de valeur vertueuse dans les pays de départ pour que tout le monde se sente riche et gagnant dans l'échange entre les pays d'immigration et les pays d'immigration. Parmi les pays d'immigration, surtout l'Italie, qui parle pour cette année 2023 de quelques 80 000 migrants arrivés sur les côtes italiennes à travers la Tunisie. Pourquoi, malgré tout ce qui se dit et malgré les tas de décès qu'on dénombre sur les côtes tunisiennes, les côtes italiennes, en mer Méditerranée, des jeunes sont toujours prêts à faire le sacrifice de l'immigration? Certains considèrent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Même leur vie n'a plus une très grande importance pour eux. Au pire,
ils n'y arriveront pas, mais ce ne sera pas pire que ce qu'ils auraient vécu s'ils n'avaient pas quitté les villes ou les villages où ils étaient. Au mieux, ils ont l'espoir qu'en arrivant sur place, ils pourront avoir un changement dans leur vie. Donc, quand les gens sont dans cette position de désespoir, il y a peu de choses qui peuvent les décourager. Vous pourriez leur dessiner le diable autant de fois que vous voulez et lui mettre autant de menaces que vous souhaitez, ça ne les arrêtera pas. Donc, pour moi, aujourd'hui, prétendre qu'on va arrêter les migrations, les vagues migratoires par un durcissement des politiques ou par un découragement par rapport à la manière dont les gens meurent dans la Méditerranée, pour moi, c'est irréaliste. Enfin, je ne sais pas comment ça peut réussir. Et donc, si on sait que l'immigration zéro n'existe pas, alors il est temps de se pencher sur ce qui peut permettre aux gens de se sentir bien là où ils sont. Et c'est donc dans l'investissement, c'est dans la capacité, non pas à donner du poisson, comme dirait quelqu'un, aux personnes qui ont faim, mais les aider à pêcher ce poisson-là. Et aider, pour moi, ici, c'est pas juste donner l'aumône, c'est acheter au juste prix, encore une fois. L'uranium nigérien, achetez-le à son juste prix. Le cacao ivoirien, achetez-le à son juste prix. Et quand vous achetez également l'aluminium, ou je ne sais pas tout quel autre, achetez au juste prix et permettez à ces pays-là d'avoir une industrie qui permettra de faire une pré-transformation, voire une transformation complète, afin que l'assiette globale de taxation ne soit pas uniquement sur les gens, mais également sur la valeur, la richesse produite par ces gens-là. Merci beaucoup, Lumaga Kemayo, d'avoir répondu à nos questions. Nous parlions du flux migratoire aux portes de l'Europe. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de New World Economy. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité.